Lorsque nous avions rencontré Joël Ménet en 2012, il affrontait les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, je ne sais pas si c'est un accident, on ne connaît pas la cause, mais il est bien parti. Et en plus, il est à contre-vent, mais malgré tout, il génère son vent, comme souvent le feu, et il avance avec beaucoup de force. La nuit sera longue. Attends, stop, c'est bon, stop. Joël était alors simple pompier volontaire. T'as vu la rafale de vent? T'as vu la reprise, comment elle prend? Là, il y a du rayonnement. Hein. Et là, c'est bon. Sept ans après l'émission, il a pris du galon. Ce matin, à Perpignan, il reçoit un insigne en argent des mains de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Lieutenant Joël Ménet, nous décernons l'insigne de chef de centre d'incendie et de secours étoile d'argent. On vit une vie parallèle, cette vie de pompier, qui nous prend beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'on est presque tous là, les trois quarts, c'est des amis, et on est soudés et émus. Quelques jours plus tard, c'est au pied du massif du Canigou, à l'ouest de Perpignan, que nous retrouvons Joël. Voici Villefranche-de-Conflans, le village de son enfance, où il travaille et habite toujours. Au pied des remparts, fortifiés par Vauban au XVIIe siècle, Joël tient toujours le café emblématique du village, le Canigou. Alors, Ferrier, si vous voulez pas les glaçons, vous les mettez par terre. Hein. Voilà, ça marche. C'est le fief de sa famille depuis 4 générations. Mon grand-père, il a eu la bonne idée en 1965 de racheter. Alors on a la photo, c'est magnifique. Et ça faisait hôtel, bar, restaurant, coiffeur. Nickel. Bon, maintenant ça fait pompier en plus et coiffeur en moins. En tout cas, voilà, c'est certainement un des plus anciens commerces de Villefranche avec les mêmes gérants depuis le début. C'est ma maison, c'est mon village et c'est ici que je compte finir mes jours. Ouvert toute l'année, le café accueille les visiteurs de passage, tout comme les habitants du village. Ça bosse un peu aujourd'hui. Un peu mieux qu'habitude. S'il n'y avait pas le Canigou, on tournerait en rond quand même, quelque part. Hein? Puis c'est quand même, bon, c'est une équipe sympathique. Mais c'est le lieu où on peut se rencontrer, on peut se voir, où on peut discuter, on peut même s'engueuler, on peut tout faire. À l'intérieur, Joël a transformé le bar en musée, dédié à sa passion pour les soldats du feu. Même si je ne voulais pas collectionner, c'est cuit, c'est trop tard, c'est impossible à arrêter, c'est une déferlante. Il y a toujours quelqu'un qui arrive. Alors parfois, il y a le pompier en retraite qui arrive avec des affaires qu'il me donne. Comme là, ça m'a touché, quoi. Un client qui me mangeait ici, à l'issue du repas, il paye, et puis il me dit, je vous donne le casque. C'était un ami à moi qui est décédé. J'ai rangé sa maison, j'ai trouvé le casque, je ne savais pas où le mettre, je vous le donne. C'est pas un objet, c'est plus. Il a eu une vie. Et en restant ici, sa vie continue. L'impact de l'émission qui a été diffusée en 2012, c'est la région qui en a bénéficié. Les hôteliers alentours m'ont dit qu'ils avaient ressenti alors une croissance. Mes copines qui font les espadrilles, pareil. Ça serait un peu naïf de croire que c'est que pour le bar. Je trouve qu'elle est belle, cette histoire, quoi. Ça a dû générer beaucoup de joie, d'émotion, voilà, c'est important. Au-dessus de Villefranche-de-Conflans se dresse le fort Libéria. Une sentinelle construite par Vauban à la fin du XVIIe siècle.
L'édifice est géré par Joël et son père depuis une trentaine d'années. Quand nous avions rencontré Joël, en 2012, c'est lui qui faisait visiter le fort. Ah mais justement, on parlait d'affaires de restauration et de famille. Là, le bâtiment était alors en pleine restauration. C'est le cas. Donc, mon père et José donc, ils sont en train de fignoler un petit peu. On a prévu de faire un banc, puisqu'on a pensé un petit peu que le fort étant tout en escalier, tout en dénivelé, quelques zones de repos pour notamment les personnes un peu âgées ou en mobilité un peu réduite puissent quand même se reposer. Aujourd'hui, tous les chantiers sont achevés. Le fort est devenu un monument incontournable de la région. Il accueille près de 60 000 visiteurs par an. Ce matin, Joël monte au fort en compagnie de Thierry, un vigneron de l'Aude. Les deux hommes se sont rencontrés à la suite de la diffusion de notre première émission. Ensemble, ils ont décidé de tenter une expérience insolite. Faire vieillir des bouteilles de vin entre les murs de la forteresse. Allez, Andaman, allez. Cap le fort. Ils apportent la cuvée de l'année. Il aura un peu voyagé, ce vin. Il aura pris de la hauteur. Pour stocker les bouteilles, Joël a choisi les anciens entrepôts d'alimentation de la garnison. Ouais. Voilà, c'est l'ancien magasin à farine. Et nous, comme on ne fait pas de pain, on fait du vin. Vous avez vu que du coup, il y a la cuvée de 2013 qui est un peu mélangée à la 2016. Voilà, 2016, 2013. Donc, en 2012, il n'y en a plus. Tout a été vendu. C'est extra, là. On sent cette température, c'est pas besoin de climatisation. Ici, c'est pas la plaque au plâtre, ici, c'est la pierre, quoi. Et c'est vrai que la pierre nous transporte en plus, hein. Et elle maintient cette température. Le vin, ça ne peut que lui être favorable. Ah, le bruit. Ouais, c'est bon. Joël et Thierry ont commencé leur collaboration il y a 5 ans. C'est pas souvent quand on fait quelque chose qu'on le réussit à tous les coups. Donc c'est une... Disons, quand les gens sont gentils, souvent, ils s'entendent bien. Donc quand on s'entend bien, c'est que tout marche. C'est pas que du mercantile, c'est pas que du commerce. Voilà. C'est du lien et comme nous dans les pompiers, exactement. Voilà. C'est de la camaraderie aussi. Voilà. Des liens qui sont très importants dans un monde qui se délite un peu là. C'est pas mal qu'on arrive tous à trouver en bonne intelligence toujours l'assemblage. L'assemblage, c'est un terme viticole en plus. Mais l'addition, le rassemblement de tout ce qui est possible. Et finalement, grâce à l'émission, ça crée des liens. Si la télé pouvait créer des liens tout le temps comme ça, allez, salut. Son engagement pour la protection du patrimoine local, Joël l'exerce aussi à travers son activité de pompier. Quand il n'est pas au fort ou derrière le bar, il organise régulièrement des exercices de prévention dans des sites de la région. Ce matin, il a rendez-vous à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Fondé au XIe siècle, le monastère est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman catalan. Il abrite toujours une petite communauté religieuse.
Pour monter à l'abbaye, il faut emprunter cette route sinueuse, très difficile à pratiquer en voiture. C'est le seul moyen pour les pompiers d'accéder au monastère. Le plus dur, c'est les virages, parce que les virages, il faut manœuvrer à pratiquement tous les virages. Il n'y a pas un virage qui passe d'un coup. Ce qui est compliqué, c'est le fait de devoir manœuvrer comme ça de façon très millimétrée, on va dire. Ça passe, ça passe. Là, tu peux aller, ça passe là. Ouais, c'est bien. Ce rebord, ça sert quand même à se tenir un peu. Joël est l'un des rares pompiers volontaires de la région à savoir effectuer les bonnes manœuvres rapidement. Cette route qu'on prend, nous, au niveau du centre de secours, on a un seul véhicule apte à même de pouvoir y accéder par cette route. Donc c'est le seul véhicule pompier qui puisse accéder justement sur l'abbaye. Ou sinon, on fait appel à l'hélicoptère. Encore un peu. Ah, là, c'est bon. Là, tu passes, c'est bon. Tu peux aller. Ça passe. Au sein de l'équipe, Eline, une jeune pompier volontaire en formation de 17 ans. C'est toujours spécial de monter à l'abbaye. C'est un endroit magique qui fait partie de notre territoire. Donc c'est important pour nous. Bon, c'est équipe léger. Hein. Ouais, juste dans le veste. En cas d'incendie, les moines doivent pouvoir commencer à éteindre les flammes tout seuls. Ah, bonjour Paul, nous voilà. Bienvenue. Le père Paul, l'un des membres de la communauté, va donc avoir droit à une formation spéciale. Ça va, la montée s'est bien passée? Oui, ça va. Alors, on fait un petit parc de matériel ici. Les pompiers vont simuler avec lui une intervention sur l'une des chapelles de l'abbaye, avec le matériel stocké sur place. 2,70-40. Voilà. Le père Paul apprend à dérouler les tuyaux et à manier la lance. C'est bon, je tire encore. Vous allez voir Joël, le chef. Moi, je vous raccorde là. Allez-y, allez-y, montez, montez. Finalement, c'est plus facile que je le croyais, mais c'est bien. Ici, on doit être tout le temps en prévention. Et le temps que les pompiers montent, à peu près 20 minutes, 20 minutes de montée pour les pompiers de Vernet. Donc on puisse déjà peut-être éteindre un feu, déjà peut-être se sécuriser, etc. etc. Donc c'est important de savoir, d'avoir ces premiers gestes, de savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Allez-y, allez-y, jetez-le. Voilà. Allez-y, voilà, très bien. Très bien. Voilà, prenez la lance. Hop. Prenez la lance, allez à l'incendie et moi je fais le raccord. Prenez la lance avec Joël. Mais il nous manque un rouleau. Alors, le but, maintenant, on va voir si c'est satisfaisant pour éventuellement, s'il y avait le feu dans cette chapelle-là ou quoi, par exemple. On va voir si le jet est suffisant, mettons s'il fallait protéger la toiture. Tu peux ouvrir la division, elle est prête. C'est pas un jet surpuissant, mais voilà. Vous imaginez, là, il y aurait le feu, il y a le feu sur cette partie-là, vous arrosez là, quelque part, vous empêchez peut-être de se propager. Il y en a peut-être plus que tout à l'heure. Mais il y a un bon débit quand même. Oui, un bon débit. Ouais. On pourrait même atteindre la toiture là-haut. Hein. D'accord, donc je pourrais être bientôt sapeur-pompier bénévole. Voilà, volontaire. volontaire. Joël, c'est un peu notre ange gardien. J'ai toujours son numéro de portable direct. S'il y a un souci, je l'appelle. C'est lui a toute une histoire, tout un passé et ce qui continue aujourd'hui. Il faut le protéger absolument. L'entretenir et le protéger. Parmi les joyaux du monastère, voici le cloître, dont la partie sud s'ouvre sur le vide. Le long de cette galerie, des chapiteaux en marbre du XIIe siècle ornent les colonnes. En
Entre scènes bibliques et bestiaires fantastiques, ces sculptures ont été réalisées au Moyen Âge par les moines eux-mêmes. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est peu à peu tombée en ruine, avant d'être entièrement restaurée à partir du début du XXe siècle. Le seul édifice à avoir traversé le temps, c'est le clocher, resté quasiment intact depuis 1000 ans. Joël profite de l'occasion pour y monter avec le père Paul. Voilà le clocher ici, le beffroi, et puis les 5 cloches qui sont positionnées juste sur ce beffroi. Ça, c'est la cloche qui sonne pour les messes. Et tu vois, elle est beaucoup plus grande, bien sûr, mais elle a un son beaucoup plus grave. Alors, chaque cloche est baptisée. Donc, ici, on voit donc l'année de son baptême. C'est écrit en catalan. Donc, Joël, peut-être tu peux... He estat batejada, j'ai été baptisé en l'an 1904. Voilà. Ça, c'est le parrain et la marraine. De cette cloche. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir comment les gens, avec les moyens de l'époque, faisaient des choses aussi belles, quoi. Et qui ont traversé le temps, quoi. Voilà, nous, on est petits. C'est vrai que c'est un lieu qui est quand même protégé, parce que personne ne vient ici. Voilà, donc c'est vrai qu'on ressent une émotion, parce que tout d'abord, il y a un silence qu'on ressent ici. Et puis, c'est bien sûr la vue, cette vue imprenable sur la vallée, qui, je dirais, nous amène notre regard sur l'horizon, et un peu plus loin même que l'horizon, vers cet absolu. Amoureux de sa région et de son patrimoine, Joël veut transmettre à ses enfants cette passion pour son pays. La gourde, les chapeaux. Bon, on y va. En 2012, nous l'avions filmé lors d'une randonnée avec sa fille Inès, sur les pentes du Canigou, la montagne emblématique des Catalans. On est au toit du monde. Notre monde à nous. Ah, c'est Pyrénées quand même. En fin de journée, nous retrouvons Joël à quelques kilomètres de Villefranche de Conflans. Il est venu en famille visiter le hameau abandonné de Flassa et son église, restaurée par son père dans les années 80. C'est là que se trouve une partie de ses origines. Avec lui, Inès, qui a maintenant 17 ans, son fils et son père. Donc, les bêtes en dessous et à l'étage, les habitants. Je venais souvent là, avec mon père. Là, on est donc dans le petit hameau de Flassa, et qui avait une grosse vocation pastorale, puisque là, ce sont des courtals. Des courtals, c'est des bergeries en français. Ce seraient des bergeries en français, avec donc beaucoup de moutons, et à l'étage, les quelques familles qui résidaient là, qui habitaient au-dessus. Donc il faut imaginer tous les moutons là qui, tout autour, là, pâturaient. Et... Ouais, il devait y avoir un bruit de cloche aussi. Ah, et puis là, le four à pain. Parce qu'évidemment, ils étaient autonomes. Toutes nos montagnes sont parsemées comme ça de cortals. Bien souvent, il reste les 4 murs et encore en ruine. Parce que là, quand même, on voit que elle devait être de qualité, quoi, puisqu'elle a tenu, hein, malgré le manque d'entretien et le fait de l'abandon du hameau. Est-ce qu'on serait capable de refaire ça maintenant? Un lotissement tel qu'on en voit à l'entrée de nos villes actuellement, ça n'a pas le même charme. Hein. Ça te donne pas envie, Inès, toi, d'avoir 4 moutons et... Juste pour la tranquillité, ouais, et le paysage. Moi, j'aurais aimé grandir là-dedans. Ouvrir les volets, voir ce paysage, courir dans les champs, s'occuper des moutons. Ça aurait été quelque chose de sympathique à vivre, je pense.
Moi, ils auront vu qu'il y a eu quand même dans ces montagnes une vie laborieuse, quoi. Le joyau du hameau de Flassa, c'est son église du XIe siècle, perchée au-dessus du vide. Ces petits oratoires en balcon sont une spécialité locale. Tout autour de Villefranche de Conflans, une quinzaine de chapelles romanes dominent ainsi la vallée. C'est le cas de l'ermitage Notre-Dame de Vie, bâti à même la falaise. Un peu plus loin, la chapelle Saint-André de Belloc et son imposant clocher-mur. Les enfants de Joël vont maintenant découvrir l'église de leurs ancêtres. L'édifice a été entièrement restauré par le père de Joël et des bénévoles dans les années 80. On a beau y venir régulièrement, chaque fois ça a coupé le souffle. Mais comme souvent les chapelles romanes, là, ça invite au recueillement, quoi. On ne peut pas rester insensible. Ici, on a l'impression que les toits sont comme ça, mais à l'intérieur, c'était tout voûté. Et c'est ces voûtes-là qui se sont effondrées. Cette église était En péril. En péril, parce qu'il y avait toute une partie là était démolie. Le clocher-mur était dans tous les sens, enfin, mauvais état. Et quand ça m'a incité donc à me lancer, j'ai dit, c'est pas possible de laisser tomber le patrimoine comme ça. Grâce à l'obstination de ces passionnés, l'église a été sauvée de la ruine et classée au titre des monuments historiques en 1987. On ne peut qu'être content que notre famille ait contribué à restaurer tout ça. Et que les ancêtres aussi de notre famille aient foulé cette terre, quoi. Ça, c'est sympa. C'est magnifique, hein, le système, là. Allez, on rentre. Mais déjà, rien que la clé, moi, elle m'impressionne. Chaque fois, les clés sont déjà, elles te laissent entrevoir ce que tu vas découvrir. Alors, on voit bien donc que ça a été restauré, puisque donc c'est une charpente qui a remplacé la voûte en pierre. Le chœur de l'église recèle un trésor. Au plafond, la voûte a conservé les restes de fresques très anciennes. Écailles de poisson, coquilles d'escargot et arabesques. On y décèle 3 décors différents réalisés entre le XVe et le XVIIe siècle. C'est vrai qu'au fil du temps, et sachant qu'elle a été endommagée, et surtout quand le toit est affecté, c'est pas évident qu'il puisse rester quand même des choses aussi bien conservées, quoi. Alors évidemment, au-delà du monument, c'est le panorama qui est... on l'a bien mérité. La vallée, là, c'est magnifique. Hein. La vallée de la Tête. Ouais. La route du col de Fins, Vernet, Cornéa, Fiols. Moi, quand je vois mon rythme de vie, je me dis que finalement, j'ai pas eu le temps de leur transmettre tant de choses que ça. Et là, par contre, qu'ils puissent, eux, se réapproprier à leur rythme, à leur façon. Il y a toute une vie pour ça. On a le temps, mais de savoir qu'éventuellement, on ait pu avoir des racines ici, qu'il y ait pu avoir des gens qui vivent, comme disait mon père, avec une extrême solidarité, parce qu'une vie rude et simple, certainement, mais une vie certainement heureuse. Et donc de se ressourcer de ses origines pour être ouvert au monde, quoi.